Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, vous vous en souvenez, j'ai longuement cité le chapitre de Michelet consacré au mouvement des fédérations de 1790 et notamment à la fête de la Fédération, dont Michelet faisait le symbole de ce qu'il appelait la religion nouvelle. Nous y avons reconnu le double mouvement de l'universalisme républicain, c'est le culte de l'unité nationale et un modèle projeté vers le monde. Et je vous avais dit que Michelet insistait sur la part que les femmes avaient prise à ce grand mouvement d'enthousiasme national, mais je n'avais pas cité le passage en entier. Je ménage mes effets, c'est un peu comme Mediapart, je feuilletonne mes révélations. Enfin, Michelet n'est pas là pour démentir, c'est l'avantage. Et donc dans ce passage où il insiste sur le rôle très important joué par les femmes, il ajoute cette incise assez surprenante. Il écrit ceci, à propos de l'intérêt que les femmes portent à la vie de la nation. Il dit « Dans la vie solitaire que mènent la plupart des femmes, elles suivent de leurs rêveries inquiètes les crises de la patrie, les mouvements des armées. Vous croyez celle-ci au foyer? Non. Elle est en Algérie. Elle participe aux privations, aux marches de nos jeunes soldats en Afrique. Elle souffre et combat avec eux. » Ce passage a été publié en 1847, rédigé dans les mois précédents, au moment même où, en Algérie, la France finissait d'écraser les troupes d'Abdelkader. Si bien qu'au moment où Michelet célèbre la fête de la Fédération, l'unité nationale de 1790, il a en tête la conquête de l'Algérie, dont les nouvelles étaient au cœur de l'actualité politique de ces années-là. Des années qui furent, je le rappelle, particulièrement violentes, puisque c'est à ce moment-là que l'armée française mit en pratique les tristement célèbres razzias du général Bugeaud, et c'est en juin 1845, donc peut-être juste au moment où Michelet écrivait ces lignes, qu'eurent lieu les enfumades du Dara, lorsque le colonel Pélissier fit enfumer 1 millier de personnes, dont des femmes et des enfants qui s'étaient réfugiés dans une grotte, crime de guerre atroce qui créa un scandale dans toute l'Europe. Alors Michelet, à ma connaissance, n'a guère écrit sur l'Algérie spécifiquement. On trouve pourtant dans Le Peuple, publié l'année précédente, en 1846, donc, un long passage dans lequel il prend fait et cause pour 3 figures du peuple. Les pauvres, les enfants, et enfin ceux qu'il appelle les peuples encore enfants, qu'on les nomme sauvages ou barbares. Ces 3 catégories sont les exclus du progrès, les réprouvés, ceux qui souffrent en silence, que l'on persécute ou que l'on massacre, ceux qui n'ont que leur instinct à opposer au dédain et à la haine. Ceux, enfin, dit Michelet, et il trouve là une de ces formules dont il a le secret, ceux qui n'en sont même pas à savoir s'ils ont un droit au monde. C'est à ces peuples-là qu'il a voulu, dit-il, donner la parole avant qu'ils aient tous disparu. Il évoque alors l'extermination des Indiens d'Amérique, puis espère que la France mettra fin à temps à ce qu'il appelle notre interminable guerre d'Afrique. Celle-ci, à ses yeux, et c'en est presque touchant de candeur, tient à un malentendu, à une ignorance mutuelle entre les peuples. Les Français méconnaissent le génie des musulmans d'Algérie, mais eux-mêmes se méprennent sur les intentions françaises. Je cite, « Ils ont avoué l'autre jour qu'ils ne combattaient contre nous que parce qu'ils nous croyaient ennemis de leur religion, qui est l'unité de Dieu. Ils ignoraient que la France et presque toute l'Europe eussent secoué les croyances idolâtriques qui, pendant le Moyen-Âge, ont obscurci l'unité. Bonaparte le leur dit au Caire, qui le redira aujourd'hui. » Alors, vous voyez, c'est le moment où on voit ressurgir le souvenir de l'expédition d'Égypte et des proclamations de Bonaparte en faveur de l'islam, dont nous avions longuement parlé, et qui donc avaient bien laissé une trace dans la mémoire républicaine. Le texte de Michelet déploie un universalisme humaniste, celui de peuples que seule l'ignorance mutuelle éloigne, des peuples que la générosité républicaine devrait réconcilier. Il termine par une péroraison émouvante dans laquelle il annonce
l'avènement d'une cité protectrice capable d'abriter tous les hommes. Et il termine, non sans grandiloquence, par cette phrase « Je proteste pour ma part que s'il reste quelqu'un derrière qu'elle repousse encore et n'abrite point de son droit, moi, je n'y entrerai point et je resterai au seuil. » Alors, il fallait bien que je vous cite encore un peu de Michelet, on ne s'en lasse pas, d'autant qu'il semble qu'il y ait une sorte de petite actualité michelétienne, du moins dans ces lieux, puisque Patrick Boucheron, dans son cours d'hier, sur la mythologie politique de la sorcière, je vois qu'il y a des habitués des deux cours, et donc dans son cours sur la sorcière, hier, Patrick Boucheron y est revenu, et donc je poursuis notre dialogue à distance. Lui cherche, dans les failles du discours de Michelet, vous l'avez entendu, à le sauver de lui-même, à le sauver de cette emphase patriotique ou humaniste qui ne nous est plus totalement contemporaine. Et il a raison, car de fait, il existe bien ce Michelet inquiet et qui s'est écouté peut entendre la petite musique mélancolique de l'exil intérieur et du désenchantement en contrepoint des grandes orgues de la liturgie nationale. Comme me le faisait aussi remarquer la semaine dernière mon collègue David Bell, que vous aurez la chance d'écouter au mois de mars, puisqu'il donnera 4 conférences ici au Collège de France, j'en reparlerai. Mais pour ma part, je cherche un peu autre chose. Je cherche plutôt à lire Michelet, non pas à rebrousse-poil, mais dans la pente la plus forte du texte, pour les effets puissants qu'il produit dans la culture nationale, et parce qu'il illustre, je crois, une certaine configuration de l'universalisme républicain. Il faut alors reconnaître que sa générosité humaniste, son sens hyperbolique de la justice universelle, on dirait aujourd'hui inclusive, s'accompagne aussi d'un indéniable paternalisme. Ces peuples, barbares ou sauvages, ont le droit à une totale compassion, c'est entendu, mais ils n'ont pas le droit à la parole pour eux-mêmes. Ils sont des enfants à protéger, à éduquer, à sauver, qui peuvent compter sur Michelet pour parler en leur nom. Alors, du moins, il faut reconnaître à Michelet qu'il est sans concession, sa critique est sans concession sur les violences coloniales, ce qui n'était pas le cas de tous ses contemporains, loin de là. Une grande partie des élites intellectuelles françaises avaient adopté une posture favorable, voire très favorable à la colonisation. Et on trouve d'ailleurs, je le dis en passant, la même évolution en Angleterre. Je vais essentiellement me concentrer aujourd'hui sur le cas de la France parce que j'essaye de suivre mon fil, vous l'avez compris, qui est celui de l'évolution du discours universaliste français depuis le XVIIIe siècle. Mais en réalité, on a des évolutions très parallèles. Comme l'a bien montré Jennifer Pitts, les libéraux, dans la première moitié du XIXe siècle, ont très nettement basculé dans la défense de la colonisation. Encore quelques décennies plus tôt, au tout début du XIXe siècle, Benjamin Constant était un critique convaincu de l'impérialisme. Rappelez-vous son essai sur l'esprit de conquête que nous avions assez longuement commenté. Dans un texte plus tardif, écrit en 1829, Constant prend l'exemple de la jeune République haïtienne pour critiquer l'idée d'une supériorité de la civilisation européenne et prouver par là la capacité des populations africaines ou d'origine africaine à s'autogouverner. En revanche, à la génération suivante, celle de Tocqueville ou celle de John Stuart Mill en Angleterre, eh bien, les libéraux abandonnent cette tradition critique. Ils restent attachés à l'idée d'une unité de l'espèce humaine, mais ils affichent de plus en plus la conviction que l'Europe a atteint un stade de civilisation tellement plus avancé, à la fois économiquement et moralement, qu'il est de son devoir d'aider les autres sociétés à s'améliorer. Le cas donc, de Tocqueville est parfaitement emblématique de ce revirement. Il s'intéresse dès le début à la colonisation de l'Algérie. Il avait 25 ans, je vous le rappelle, à la prise d'Alger en 1830. En 1837, il publie 2 lettres sur l'Algérie qui vantent la colonisation et il espère un avenir d'assimilation et de fusion, tout en traduisant aussi une certaine admiration pour Abdelkader. Tocqueville manifestait surtout
une croyance un peu naïve dans le fait que la présence des Français en Algérie suffirait à civiliser les populations locales. Je le cite, « Il faut bien s'imaginer qu'un peuple puissant et civilisé comme le nôtre exerce, par le seul fait de la supériorité de ses lumières, une influence presque invincible sur de petites peuplades à peu près barbares, et que pour forcer celles-ci à s'incorporer à lui, il lui suffit de pouvoir établir des rapports durables avec elles. » Vous voyez cette espèce d'imaginaire comme ça, très puissant, y compris chez quelqu'un comme Tocqueville, qui par ailleurs est un auteur extrêmement lucide. Et à vrai dire, quoique formulé dans des termes plus explicites, plus radicaux, le propos n'est pas si opposé d'un certain nombre de textes du XVIIIe siècle dont nous avions parlé sur les effets du modèle civilisateur des Européens. Simplement, le contexte est tout à fait différent puisqu'il ne s'agit plus de critiquer une tradition de colonisation violente au nom d'un modèle pacifique et commercial, mais de justifier une conquête militaire de l'Algérie par l'armée française. Alors, au moment où il écrit ces deux lettres, en 1837, Tocqueville n'avait jamais mis les pieds en Algérie. En 1841, il entreprend un voyage sur place et il en revient à la fois sceptique sur la possibilité d'assimilation, mais cette incorporation dont il parlait 4 ans plus tôt, vous l'avez entendu, mais aussi convaincu de la nécessité de poursuivre la conquête militaire et que la violence était au fond un mal nécessaire. Il écrivait par exemple, je le cite encore, « J'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte, mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûlât les moissons, qu'on vidât les silos, et enfin qu'on s'emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. » En 1846, il entreprend un nouveau voyage en Algérie, dont il tira 2 rapports parlementaires, s'y montrait plus ambivalent, plus critique à l'égard des violences, mais sans remettre en cause le bien fondé de la conquête. Alors, on peut s'étonner de la contradiction entre les convictions libérales de Tocqueville sur la scène européenne, sa défense de la démocratie en Amérique et son approbation de la conquête militaire en Algérie, y compris sous ses formes les plus atroces. L'explication réside à la fois dans la politique de grandeur nationale que souhaitait Tocqueville et dans la conviction que l'on trouve, donc je vous l'ai dit aussi chez John Stuart Mill à la même époque, d'une supériorité sans appel de la civilisation européenne qui alimentait une sorte de bonne conscience coloniale. Et d'ailleurs, les libéraux n'étaient pas les seuls à accueillir favorablement la politique algérienne. Les Saint-Simoniens, par exemple, furent d'ardents défenseurs de la colonisation au nom du progrès. D'autres courants socialistes voyaient dans le principe même de la colonisation la possibilité de créer de nouvelles sociétés conformes à leurs idéaux utopiques. Alors, il ne faut pas pour autant exagérer l'enthousiasme à l'égard de la colonisation en Algérie. D'une part, les économistes et les milieux d'affaires restèrent longtemps réticents. Ils étaient davantage attachés au libre-échange, et plus attachés au libre-échange qu'à la constitution d'empires impériaux. C'est seulement dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'ils vont s'y rallier. Quant à l'opinion publique, même s'il est difficile de la mesurer, il semble qu'elle soit restée longtemps assez indifférente. De même, il ne faut pas, les textes de Tocqueville, je les ai cités exprès parce qu'ils sont très frappants, il ne faut pas surestimer le revirement des intellectuels libéraux, car il existe aussi tout un courant qui n'a cessé de promouvoir les ambitions coloniales de la France depuis la fin du XVIIIe siècle, dans la lignée de ceux qu'on appelle les physiocrates. Ces économistes qui étaient hostiles à l'esclavage, mais qui théorisaient l'idée de remplacer les plantations esclavagistes des Antilles par des plantations coloniales en Afrique même. L'abbé Roubaud, notamment, proposa plusieurs plans dans cette direction, et l'historienne Pernille-Roge voit dans ces plans des physiocrates, dans ces plans de réforme des physiocrates, au fond, l'origine d'une mission civilisatrice dans la pensée coloniale française, une sorte de mélange d'intérêts économiques bien compris et de devoirs humanitaires. Voilà ce qu'écrivait par exemple
Roubaud dès 1759 dans le Journal de commerce. Ne serait-il pas plus humain d'introduire la religion chrétienne, le commerce et les arts chez les habitants de l'Afrique et de leur donner le goût des commodités et des agréments de la vie que de les acheter pour en faire des esclaves et que de laisser sans culture une si belle contrée pour continuer un commerce si contraire à toutes les doctrines chrétiennes et aux notions communes de la conscience. De telles propositions, donc remplacer l'esclavage colonial et les plantations par du commerce et avec des colonies en Afrique même, eh bien, ces propositions furent de plus en plus nombreuses et, nous dit Perny-Roge, elles eurent une grande influence sur les abolitionnistes de la Société des Amis des Noirs, comme Brissot, Mirabeau ou Condorcet, à la veille de la Révolution. Puis ce même type de discours fut repris sous le Directoire par leurs héritiers, ce qu'on appelait, je vous en ai déjà parlé, les idéologues, avec l'idée de développer une nouvelle colonisation fondée sur la civilisation, notamment au Sénégal. Et on retrouve des réminiscences très fortes de ce discours et de ce vocabulaire dans les justifications coloniales tout au long du XIXe siècle. Et il vaut la peine, de ce point de vue-là, d'insister un instant sur le rôle ambigu joué par l'abolition de l'esclavage dans ce discours. Vous le savez, au XVIIIe siècle, on en a pas mal parlé, la dénonciation de l'esclavagisme fut un ressort important de la critique de l'impérialisme européen et plus généralement même de la prétendue supériorité morale de l'Europe. Je renvoie par exemple au passage terrible de Diderot sur le sujet que j'avais déjà cité. Mais un demi-siècle plus tard, l'Angleterre, en 1833, abolit la traite, suivie en 1848 par la France de la Deuxième République. Si bien que l'argument se retourne. D'une part, les Européens pouvaient désormais s'enorgueillir d'avoir affranchi les esclaves, ce qui entretenait leur bonne conscience et leur conviction d'appartenir à une civilisation généreuse. D'autre part, puisque la traite continuait à être pratiquée en Afrique, cela offrait un argument aux partisans des entreprises coloniales. Il s'agissait, disait-il, de mettre fin à ce commerce infâme. Si bien que la suppression de l'esclavage fut souvent mise en avant dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour justifier des expéditions coloniales européennes, ce qui était bien sûr d'autant plus hypocrite que très souvent ces expéditions se soldaient par une pratique du travail forcé qui n'avait parfois pas grand-chose à envier à la servitude. Alors, parmi les lieux communs les plus fortement enracinés à propos de l'histoire coloniale française, on trouve l'idée que la doctrine coloniale de la Troisième République aurait reposé sur une volonté de diffuser en Afrique et en Asie la civilisation européenne et les idéaux républicains français, et c'est ce qu'on appelle généralement la mission civilisatrice de la France. Le problème, c'est que cette expression, la mission civilisatrice, sous cette forme aujourd'hui canonique, eh bien, d'une part, elle n'a jamais eu d'existence officielle, elle apparaît parfois, mais en vérité assez rarement, et lorsqu'on la trouve, c'est plutôt dans un contexte assez critique. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on trouve souvent l'affirmation d'un devoir de civiliser les peuples colonisés, mais il s'agissait d'un discours assez flou qui recouvre des choses différentes, et il est difficile de savoir s'il s'agissait d'une réelle motivation des colonisateurs français ou d'un simple argument rhétorique au service d'intérêts plus prosaïques. Alors, le mieux est de commencer par un événement célèbre dans lequel Gilles Manceron a vu ce qu'il appelait le tournant colonial de la République, c'est-à-dire le fameux débat qui a opposé à l'Assemblée Jules Ferry et Georges Clemenceau en 1885, ou plus exactement, ce qu'on résume à tort à un débat entre les deux hommes, puisque en réalité il y a eu d'abord plusieurs débats, et avec toute une série d'intervenants. Simplement, les discours de Ferry et de Clemenceau sont les plus célèbres. Le contexte en 1885 était double. Sur le plan de la politique intérieure, les républicains opportunistes étaient au pouvoir. Ferry venait d'être renversé, mais il était toujours très présent.
Et sur le plan international, nous sommes au moment de la conférence de Berlin, dite du partage de l'Afrique, même si en réalité c'est bien plus compliqué que cela. 2 débats sont donc organisés à l'Assemblée nationale, d'abord à propos de la politique coloniale à Madagascar. En juillet 1885, il s'agissait pour le gouvernement de faire voter des crédits exceptionnels pour financer un corps expéditionnaire. Et puis, quelques mois plus tard, en décembre 1885, à propos de la politique au Tonkin, politique que Ferry avait initiée et défendue très fermement, ce qui lui valut, vous le savez bien, le surnom de Ferry le Tonkinois. Aujourd'hui, donc, ces débats sont souvent réduits en réalité à une phrase fâcheusement célèbre de Jules Ferry, vous le savez bien, sur le droit des races supérieures à coloniser les races inférieures. Propos terribles dans la bouche de ce père fondateur de la Troisième République, figure tutélaire de l'école laïque, qui serait donc aussi un colonialiste raciste. Au-delà, c'est toute la République qui semble condamnée par cette formule. Alors, d'abord, il est intéressant de remarquer que cette expression, dans l'économie du débat parlementaire, a d'abord été prononcée par un député royaliste, ancien militaire, représentant de la droite conservatrice et catholique, Albert de Mun, dans un discours du 27 mars, donc on est juste un peu avant, déjà en 1885, et ensuite l'expression est reprise par Ferry, qui la cite en l'approuvant. De fait, ce n'est pas un hasard, car les missionnaires chrétiens, sous le Second Empire, avaient été des auxiliaires convaincus de la colonisation, maniant une rhétorique où christianisation et civilisation apparaissaient confondues. Je vous donne un exemple. En 1867, Monseigneur Lavigerie, évêque de Nancy, partant pour le siège d'Alger, déclarait dans son mandement d'adieu, je cite, « Je vous quitte pour porter, si je puis, mon concours à la grande œuvre de civilisation chrétienne qui doit faire surgir des désordres et des ténèbres d'une antique barbarie, une France nouvelle. » 3 ans plus tard, il fondait l'ordre des Pères Blancs qui jouèrent un rôle important en Afrique subsaharienne. En Indochine, dans les années suivantes, les missionnaires furent là aussi aux avant-postes de la colonisation française. Alors j'en redirai un mot, mais c'est important parce que l'expression mission civilisatrice indique aussi une forme de continuité entre le rôle des missions chrétiennes et le projet colonial républicain. Il reste que, malgré ce point de rencontre, les motivations de Ferry étaient en réalité assez différentes. Elles étaient d'abord économiques. Son discours du 28 juillet 1885, celui-là même où il réaffirmait le droit et le devoir de civiliser les races inférieures, ce discours, en réalité, insistait bien davantage sur la nécessité de trouver des débouchés nouveaux pour l'industrie française et des sources d'approvisionnement en matières premières et en main-d'œuvre. Deuxièmement, il s'agissait de toute évidence d'une politique tournée vers la puissance et le prestige de la France sur la scène internationale. Il s'agissait d'accentuer son rayonnement, de ne pas rester à l'écart de la compétition coloniale entre puissances européennes, sous peine de déchoir et même, selon l'expression de Ferry, d'abdiquer toute ambition. Les 2 arguments, d'ailleurs, vous savez bien, ne sont pas contradictoires ou incompatibles. Au contraire, la grandeur visée était à la fois économique et géopolitique. D'ailleurs, comme l'a bien montré Denis Cognot dans un livre publié il y a 2 ans, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation, eh bien, l'empire colonial fut surtout l'affaire de l'État et du capitalisme moyen, n'attirant que des investissements relativement modestes. Dans ce contexte, la dimension humanitaire et civilisatrice n'était pas absente du discours de Ferry, mais elle était de toute évidence secondaire, comme une sorte de justification rhétorique peut-être pour rallier les voix de la droite. Il s'efforça néanmoins de défendre l'idée d'un progrès apporté par la France, notamment en Algérie. Il déclarait plutôt « Est-ce que vous pouvez nier, est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice,
plus d'ordre matériel et moral, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête. Vous voyez le type de rhétorique qui était utilisé. Et, sans surprise par rapport à ce que je vous ai dit, évidemment, il utilisait l'argument de l'abolition de l'esclavage comme justification de la conquête. Est-il possible de nier que ce soit une bonne fortune pour ces malheureuses populations de l'Afrique équatoriale de tomber sous le protectorat de la nation française? Est-ce que notre premier devoir n'est pas de combattre la traite des Noirs, cet horrible trafic, et l'esclavage, cette infamie? Alors l'argument peut nous sembler bizarre, mais il était habile parce qu'il touchait une corde sensible chez les républicains. D'ailleurs, ce qui est très frappant, si on relit pas seulement les deux discours de Ferry et de Clemenceau, mais l'ensemble, le détail du débat, c'est que la critique suscitée sur les bancs de la gauche se porta d'abord sur l'hypocrisie du gouvernement, bien plus que sur son argumentation morale. Je donne un exemple. Lors du débat donc, de juillet sur Madagascar, un député radical de la Haute-Vienne, Georges Perrin, qui était hostile à l'expédition, qui vota contre les crédits, fit une intervention très, très critique, mais ce qu'il visait, c'était moins la mission civilisatrice que le fait que celle-ci n'était, d'après lui, que le prétexte à des intérêts moins avouables. Il déclarait, par exemple, « Ce sont là de nobles paroles auxquelles je n'aurais rien à reprendre si malheureusement elles n'étaient souvent démenties par les faits. Oui, à côté de ces paroles auxquelles tout le monde applaudit, il y a des actes qui rarement sont en accord avec elles, etc. etc. » Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que ce qui nous choque aujourd'hui dans le discours sur les droits des races supérieures était au contraire ce qui suscitait l'approbation d'une partie des députés de gauche, même si ce qu'ils dénonçaient, c'était que derrière ces beaux discours, il y avait en réalité des intérêts économiques et matériels. Alors, disons plutôt, quand je dis dans les bancs de la gauche, disons dans une bonne partie de la représentation nationale, car il y eut quand même, et c'est important de le noter, quelques fortes oppositions, notamment, alors celle de Clemenceau, bien sûr, j'y reviens dans un instant, mais aussi, par exemple, celle de Camille Pelletan, bien connu, historien, journaliste, député radical, une des grandes personnalités politiques de la Troisième République, qui argumenta longuement et fermement contre la conquête coloniale, reprochant aux républicains opportunistes de chercher à plaire à une clientèle catholique. Lui, à la différence de Georges Perrin que je viens de citer, Camille Pelletan, lui, s'attaqua directement aux propos de Demain et de Ferry, se moquant du devoir de charité chrétienne vis-à-vis de populations qu'on civilise à coups de fusil, c'est sa formule, et il reprocha à Ferry de s'être solidarisé de la doctrine selon laquelle, je le cite, « nous avons le devoir de nous établir par la force chez les populations pour les civiliser ». Alors, Pelletan ne fut pas isolé. Bon, je vais passer parce que temps file. Le débat est tout à fait intéressant. Et en fait, le débat a été très vif, avec beaucoup d'interruptions. C'est un débat très polémique. Et évidemment, le critique le plus virulent, le plus éloquent de Ferry et de sa politique coloniale fut Georges Clemenceau. Prononça un grand discours le 30 juillet, qui fut immédiatement publié dans le journal qu'il dirigeait, mais qui était en fait, dont le rédacteur en chef était Camille Pelletan, La Justice, et immédiatement publié aussi sous forme de brochure, sous le titre de Politique coloniale. Clemenceau s'attaquait aux arguments économiques de Ferry, refusant de voir dans les colonies des débouchés commerciaux et pointant le coût des colonies. Surtout, son argument principal, c'était qu'il voyait dans les expéditions coloniales lointaines une fâcheuse diversion, alors que l'enjeu essentiel à ses yeux était la reconquête de l'Alsace-Lorraine et donc l'affrontement immédiat avec l'Allemagne. Sur ce plan, c'est important de voir que le désaccord entre Ferry et Clemenceau, avant d'être idéologique, portait sur deux conceptions stratégiques de la puissance nationale. Pour le premier, pour Ferry comme pour Gambetta avant lui,
La construction d'un empire colonial était une façon de compenser la défaite de 1870, de redonner à la France sa grandeur et son prestige. En revanche, pour Clemenceau, la grandeur de la France se jouait sur le sol européen exclusivement et principalement dans la confrontation avec l'Allemagne. Alors, néanmoins, il ne faut pas négliger l'anticolonialisme profond et sincère qui animait Clemenceau et qui d'ailleurs l'anima toute sa vie. Il avait été marqué par son séjour de 4 ans aux États-Unis, au début de sa carrière de journaliste, à partir de 1765, donc à la fin du Second Empire, en pleine phase de reconstruction après la guerre de sécession. Il était particulièrement hostile à tout discours sur les hiérarchies raciales et sur l'idée qu'on puisse y fonder la légitimité d'une domination politique. Il reprend donc vertement Ferry sur la question du droit et du devoir de civilisation, refusant absolument de parler de races supérieures et inférieures et vantant au contraire l'ancienneté et la valeur des civilisations hindoues et chinoises. Ce qu'il critique surtout, c'est l'idée d'imposer la domination par la conquête, c'est-à-dire de confondre le fait et le droit. Je cite, « Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares, et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Voilà l'histoire de votre civilisation. Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui, de l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France dans la patrie des droits de l'homme. » Puis il continue, « Non, il n'y a pas de droit des nations dites supérieures contre les nations inférieures. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas un droit, c'en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre à la violence l'hypocrisie. » Alors, c'est intéressant à plusieurs titres, pas besoin de commenter évidemment longuement ce texte, mais on croit entendre, mis au goût du jour, les diatribes de Diderot dans l'histoire philosophique des deux Indes. Clemenceau restera d'ailleurs très largement fidèle à cet engagement colonial dans les années suivantes, et il n'était pas le seul. Autrement dit, c'est le deuxième point important à noter, les républicains ne furent pas unanimement colonialistes. Il faut plutôt dire que la question coloniale a divisé profondément le personnel politique républicain, tout en laissant, je le redis, l'opinion publique assez largement indifférente. L'opposition entre Ferry et Clemenceau n'oppose pas un héritier colonialiste des Lumières et un précurseur anachronique de la décolonisation, mais deux héritiers des Lumières, le premier reprenant en le radicalisant le discours historique de la civilisation et de l'impérialisme culturel, le second retrouvant les accents de l'universalisme critique, dénonçant l'hypocrisie et l'injustice au nom d'une conception plus élevée du droit à la résistance et du refus de la domination. Néanmoins, c'est bien l'ambition coloniale de Ferry qui l'a emporté dans la pratique, et la Troisième République a mené une politique coloniale constante en Asie, en Afrique et dans le Pacifique. Alors, il reste à savoir dans quelle mesure cette politique s'est vraiment appuyée sur la notion de mission civilisatrice. Dans un travail pionnier consacré aux administrateurs de l'Afrique occidentale française, l'historienne Alice Conklin a montré précisément que sur le terrain, l'idée d'un devoir d'éducation et de modernisation des peuples autochtones avait été très souvent mobilisée, mais qu'elle recouvrait des pratiques différentes et qu'elle avait été marquée par une forte évolution de part et d'autre de la Première Guerre mondiale. L'objectif de départ était celui d'une assimilation des populations colonisées. Assimilation, c'est le mot important, assimilation des populations, qui impliquait donc une politique d'acculturation
importante, voire systématique. Mais cette politique d'assimilation a progressivement laissé place à une politique de simple association reposant sur la réhabilitation des chefs locaux, des traditions et le maintien de structures locales. L'essentiel étant alors le mot d'ordre de mise en valeur des colonies, qui avait l'avantage de posséder une double signification. D'une part, cette mise en valeur était tournée vers l'amélioration des conditions de vie des populations, grâce à des investissements dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation, chemin de fer, dispensaires, écoles. D'autre part, évidemment, cette mise en valeur se faisait naturellement au service de la métropole, qui devait pouvoir trouver dans les colonies de la main-d'œuvre, des ressources naturelles et des consommateurs pour ses produits manufacturés. Ce tournant pragmatique, voire conservateur, de la politique coloniale, abandonnant l'objectif émancipateur, sincère ou rhétorique, mais néanmoins cet objectif émancipateur, au profit d'une exploitation des ressources, naturelles ou humaines, eh bien, ce tournant pragmatique, il est nuancé par d'autres travaux, car en réalité, les objectifs d'assimilation et d'association ne correspondaient pas à des politiques bien identifiées qui se seraient succédé, mais plutôt à deux pôles de la politique menée. Mais il reste qu'il est parfaitement évident et structurant. Par ailleurs, le vocabulaire de la civilisation et du devoir de civiliser les peuples colonisés est resté un élément important du lexique colonial jusqu'à la fin de la période. Il n'était d'ailleurs, de la période coloniale, il n'était d'ailleurs, c'est important de le noter par rapport à certains lieux communs, il n'était pas une spécificité française. La Belgique, par exemple, a aussi beaucoup mobilisé ce lexique et cette rhétorique. Les Anglais, malgré des pratiques administratives différentes, et j'ouvre une parenthèse, en réalité pas entièrement différentes, l'historiographie coloniale actuelle a plutôt tendance à minimiser l'opposition entre les pratiques coloniales françaises et britanniques. Donc, les Anglais avaient eux aussi un concept de standard of civilization qui justifiait leur intervention pour transformer les modes de vie des populations colonisées. Et au début du XXe siècle, le concept de nation civilisée devint un élément du droit international qui permettait de justifier la domination coloniale. En 1919, dans le traité de Versailles, l'article 22 du traité de Versailles affirmait que les puissances européennes avaient, je cite, une mission sacrée de civilisation, celle d'assurer le bien-être et le développement des peuples qui n'étaient pas encore capables de se diriger eux-mêmes, selon le texte, évidemment, du traité. Ce langage européen opposant nations civilisées et peuples non civilisés a perduré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, l'idéal d'assimilation porté par les républicains français des années 1880 a connu un déclin rapide et indéniable avant même 1914, dans le discours comme dans les pratiques. Dès 1892, Léon Bourgeois, ministre de l'Instruction publique, grand républicain, déclara qu'il ne voulait pas de l'assimilation, un mot qui inspirait, disait-il, la défiance, mais seulement d'un rapprochement. 10 ans plus tard, le président du Conseil, Waldeck-Rousseau, affirmait qu'il ne s'agissait pas de porter les indigènes, qu'il s'agissait de porter les indigènes à évoluer non pas dans notre civilisation, mais dans la leur. Et on pourrait multiplier les citations. Même l'économiste Paul Leroy-Beaulieu, dont le livre de 1874 de la colonisation chez les peuples modernes avait servi de bréviaire à Jules Ferry, eh bien, Leroy-Beaulieu, dans la 6e édition en 1908, affichait sa désillusion, affirmant que l'ambition de ce qu'il appelait le fusionnement des races était à la réflexion parfaitement chimérique. Ce recul de l'idéal d'assimilation vers un simple objectif d'association et de mise en valeur a été nourri par le constat des difficultés auxquelles étaient confrontés les administrateurs, mais aussi par une évolution des savoirs coloniaux eux-mêmes, et notamment du discours ethnographique. En effet, c'est dans cette période qu'ont progressé
d'une part un discours ouvertement racialiste, j'en reparlerai, et d'autre part l'opposition chez les ethnographes entre une mentalité dite primitive, considérée comme prélogique, magique, émotionnelle, et une mentalité dite civilisée, considérée, elle, comme rationnelle. En 1871, Edward Tyler avait publié « De la civilisation primitive », traduite en français en 1877, et en 1922, point d'orgue de cette évolution, grand ethnologue Lucien Lévy-Bruhl publia « De la mentalité primitive », qui avait été précédé en 1910 par son premier livre « Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ». D'autres savoirs nouveaux allaient dans la même direction, comme l'a montré notamment Pierre Singaravellu dans son étude des savoirs coloniaux, notamment la psychologie coloniale, qui invitait à prendre en considération des psychologies différentes de chaque peuple. Par exemple, dans sa psychologie du peuple annamite, donc peuple vietnamien, Paul Girand écrivait « C'est pour avoir considéré comme semblables à nous des peuples dont la civilisation, les mœurs, la religion, la mentalité en un mot, la notion de mentalité devenait le mot-clé de cette nouvelle ethnographie et psychologie des peuples, dont la mentalité en un mot différait profondément de la nôtre, pour avoir voulu leur appliquer nos lois, nos institutions, leur imposer notre religion ou notre morale, que nous avons compromis dans bien des cas nos entreprises coloniales. » Alors vous voyez bien que de telles représentations qui insistaient maintenant sur la différence, voire l'incompatibilité des psychologies, des mentalités, des cultures, des civilisations, eh bien elles ont contribué profondément, elles ont fortement contribué à faire apparaître comme chimérique l'objectif d'une assimilation culturelle des populations colonisées à la France. Alors, certains éléments, néanmoins, restaient les bases incontournables de la politique de civilisation et de mise en valeur, et en premier lieu l'apprentissage du français, conçu à la fois comme la langue nationale et comme l'accès à la culture universelle. J'ai déjà insisté à plusieurs reprises dans cette série de cours sur l'universalité que les élites, depuis le XVIIIe siècle, attachaient à la langue française. Au demeurant, il n'y a pas ici de solution de continuité entre la politique coloniale d'enseignement du français et la promotion de ce qu'on n'appelait pas encore la francophonie, dans un contexte de rivalité accrue avec l'anglais. C'est en effet dans le contexte de l'établissement du protectorat français en Tunisie que fut créée en 1883 l'Alliance française, vous connaissez tous, cette grande association d'enseignement du français, mais on oublie parfois qu'elle a été constituée, elle a été créée en 1883 par un diplomate, par un géographe, un géographe universitaire Pierre Fonsin et un diplomate, Paul Cambon, ce dernier étant à la fois ministre résident de France à Tunis et ancien directeur du cabinet de Jules Ferry. Et la politique, l'ambition de l'Alliance française était évidemment de la diplomatie culturelle par l'enseignement du français, mais tout autant une politique impériale d'enseignement colonial. Cette Alliance française avait au demeurant un modèle avoué qui était l'Alliance israélite universelle fondée 20 ans plus tôt pour promouvoir la régénération et la modernisation des communautés juives d'Orient. Elle joua un rôle très important là aussi d'éducation. Les fondateurs de l'Alliance israélite universelle portaient un regard souvent plein de mépris sur la situation des Juifs du Maghreb et du Proche-Orient, mais ils étaient convaincus de leur capacité à se civiliser, comme les Juifs européens l'avaient fait un demi-siècle plus tôt. Et l'Alliance joue un rôle important d'éducation, fondant des écoles, notamment pour les jeunes femmes, par exemple au Maroc, comme l'ont montré Frances Malino et Rebecca Rogers. Celle-ci évoque même un féminisme civilisationnel, et c'est toute la question de l'éducation en situation coloniale, bien plus diversifiée qu'on ne l'a dit, qui fait aujourd'hui l'objet de travaux nouveaux et importants. La distinction entre assimilation et association ne portait pas seulement sur le degré d'acculturation souhaitable des populations colonisées.
elle avait une conséquence politique immédiate qui concernait les droits politiques de ces populations. Ces populations étaient devenues françaises, mais l'accès à la citoyenneté, en revanche, restait un enjeu complexe que résume le régime de l'indigénat, qui, à vrai dire, mériterait une séance spécifique. Je me contente aujourd'hui d'en dire un mot. J'y reviendrai plus longuement dans une autre séance. En effet, après la Révolution de 1848, nous l'avons vu, le suffrage universel avait été imposé en France, enfin avait été acquis, mais à l'inverse, la colonisation a fait le mouvement inverse puisqu'elle a découplé nationalité et citoyenneté que le suffrage universel, masculin certes, avait associé. Ce qui veut dire que la grande majorité des populations autochtones, tout en étant françaises, n'avaient pas accès à la citoyenneté, c'est-à-dire aux droits politiques dont bénéficiaient les colons. Ils étaient soumis d'une part à ce qu'on appelait le statut personnel, pour tout ce qui concernait le droit civil, notamment le droit familial, et au régime de l'indigénat, qui était un droit d'exception discriminatoire permettant d'imposer aux colonisés des sanctions, des amendes, des services de corvée, etc. Et nous disposons désormais sur ces questions de travaux importants, notamment ceux d'Emmanuel Saada, de Laure Blévis ou de Sylvie Thénault. Pour bénéficier de la citoyenneté, il fallait donc à ces populations, donc ces Français non citoyens, il leur fallait mener une procédure longue et difficile qui souvent n'aboutissait pas pour défaut d'assimilation. C'était très souvent l'argument qui leur était opposé. Et c'est un paradoxe important sur lequel, donc, je l'ai dit, je reviendrai. Mais il faut le noter aujourd'hui pour le garder en mémoire pour la dernière séance du cours. L'assimilation, qui avait été au départ un des objectifs affichés de la colonisation, fut souvent retournée contre les colonisés eux-mêmes pour leur interdire l'accès à l'égalité des droits. Et alors, le cas de la minorité juive en Algérie est au fond l'expression qui démontre la règle. En 1870, 40 ans après la conquête, ceux qu'on appelait les indigènes juifs, qui étaient en 1870, donc à peu près 35 000, obtinrent la citoyenneté d'un coup, collectivement, par le décret Crémieux, mais par conséquent perdirent automatiquement leurs droits coutumiers. Le changement de statut, la bascule du statut de l'indigénat vers le statut de citoyen français, fut à la fois massif et obligatoire. Alors, plus tard, il fut salué comme un geste généreux d'émancipation, mais à l'époque, il suscita des résistances non seulement du côté des autorités militaires, mais aussi des communautés juives, ceux-ci n'étant pas si désireux de se soumettre au Code civil. Et d'ailleurs, le décret était en partie une réaction de dépit des élites juives françaises, en particulier d'Adolphe Crémieux, qui était alors le président de l'Alliance israélite universelle, à l'égard du peu d'empressement que les Juifs algériens avaient mis à demander la citoyenneté française. Comme le résume Maurice Samuels, dans un livre dont j'avais déjà parlé l'an dernier, l'universalisme français en Algérie a exclu massivement la population musulmane, maintenue dans un statut d'infériorité, et n'a inclus les Juifs qu'en éradiquant leurs spécificités et leurs différences. Donc vous le voyez, qu'il s'agisse d'éducation, de mise en valeur ou encore du statut de l'indigénat, un même constat s'impose. L'universalisme républicain, en situation coloniale, était traversé de contradictions. Il faut donc se garder de s'en faire une idée trop figée, soit en imaginant que les autorités coloniales auraient voulu transformer de force les colonisés en citoyens français modèles, soit à l'inverse, en durcissant le portrait d'une république raciale, voire raciste, dont l'action coloniale révélerait in fine la véritable nature. Un bon représentant du discours colonial de l'entre-deux-guerres, pour être un peu plus précis,
est Albert Sarraut. Albert Sarraut, député républicain socialiste de l'Aude, gouverneur général de l'Indochine à partir de 1911, puis ministre des colonies dans les années 1920, époque à laquelle il développe justement une doctrine de la mise en valeur des colonies, c'est le titre du livre qu'il publie en 1923. Puis, en 1931, il publie Grandeur et servitude coloniale, un texte très intéressant parce qu'il est représentatif de la conception de la colonisation, mais aussi de la responsabilité morale à l'égard des populations colonisées que pouvait se faire un républicain de gauche et un administrateur colonial. La servitude dans le titre n'était pas, il y insiste, celle des colonisés, mais bien celle des colonisateurs, et pour justifier son titre, Sarraut se réclamait de Montesquieu. Néanmoins, même si le texte peut se lire et se lit d'abord comme une apologie de la colonisation française, de toute évidence, il est aussi traversé par une sorte d'inquiétude, par la hantise du déclin de l'Occident, d'une crise de l'esprit européen, Paul Valéry est cité, et d'un double péril qui mentionne l'Europe. D'une part, c'est intéressant, l'Amérique. Albert Sarraut insiste beaucoup sur l'Amérique qui est une des créations du colonialisme européen et qui s'est retournée contre l'Europe. Je n'invente rien, je vous promets. C'est dans le texte d'Albert Sarraut, il y insiste longuement. L'Amérique est notre création et aujourd'hui, elle s'est retournée contre nous pour essayer d'imposer sa puissance industrielle et mécanique. D'autre part, la contestation de la colonisation par les élites des peuples colonisés. Face à cette double menace, puissance industrielle de l'Amérique, révolte des peuples colonisés, l'Europe, dit Sarraut, doit affirmer plus que jamais, non pas son unité, mais sa vocation coloniale. Enfin, le texte de Sarraut est intéressant parce qu'il montre bien l'ambiguïté entre un humanisme affiché, qui rejette absolument le racisme biologique, et une conception extraordinairement paternaliste de la supériorité, certes provisoire, des Européens, mais qui leur donne un rôle presque prométhéen de façonnage d'une humanité du futur. Je cite un passage révélateur assez incroyable. Il écrit ceci: « L'honneur de la France est d'avoir compris la première, la valeur d'humanité des races attardées et l'obligation sacrée de respecter et d'accroître cette valeur. La grande pensée de justice qui imprègne la tradition du pays de la Déclaration des droits de l'homme a repoussé le dogme cruel qui décrétait l'infériorité définitive de certaines races. Elle constate à coup sûr le retard de leur évolution, mais s'employant à en corriger les effets, elle s'efforce d'accélérer les étapes, et dans l'argile informe des multitudes primitives, elle modèle patiemment le visage d'une nouvelle humanité. » Vous voyez, c'est cette rhétorique coloniale qui se veut à la fois généreuse et émancipatrice, et dans laquelle il est difficile de voir autre chose que la puissance de préjugés racistes. La parution en 1931 de ce manifeste d'Albert Sarraut ne tenait pas du hasard. Cette même année se tenait à Paris, entre le Bois de Vincennes et la Porte Dorée, l'exposition coloniale organisée sous la direction du maréchal Lyautey, donc en 1931, qui fut un des grands moments de propagande impériale à la gloire de la plus grande France. Ce n'était pas la première manifestation de ce type, il y avait eu déjà des pavillons coloniaux lors des expositions internationales, ainsi que des festivités l'année précédente pour célébrer le centenaire de la conquête de l'Algérie. Mais l'exposition coloniale de 1931 fut exceptionnelle par son ampleur et par son succès. Il se déroula sur plus de 110 hectares, avec des pavillons des grandes puissances coloniales, sauf l'Angleterre qui n'avait pas voulu participer, mais surtout une mise en valeur spectaculaire des différents territoires de l'Empire. L'affiche promettait un tour du monde en une journée, mais elle se voulait, surtout l'exposition se voulait à la fois pédagogique et divertissante,
instructive et exotique. Le clou du spectacle, là vous le voyez en haut à droite, était la reproduction d'une partie du temple d'Angkor Wat. Mais on pouvait aussi y découvrir la reconstitution de la mosquée de Tlemcen ou de villages soudanais. Et c'est là qu'Antonin Artaud, par exemple, s'initia avec enthousiasme au théâtre balinais. Car de fait, on a parfois une vision excessivement caricaturale de l'exposition coloniale, comme si celle-ci n'avait été qu'un spectacle obscène et raciste, un zoo humain à grande échelle. On la confond parfois avec le spectacle des Kanaks, prétendument cannibales, exhibés à la même époque au jardin d'acclimatation, donc tout à fait de l'autre côté de Paris, qui était une opération privée qui fut dénoncée par les Kanaks, protestation à laquelle se joignit le maréchal Lyautey. Alors, pour ce qui est de l'exposition coloniale elle-même, autour du lac Daumesnil, il s'agissait évidemment d'une exposition coloniale dont l'objectif était de faire l'apologie de la colonisation française, de glorifier la plus grande France, comme on disait à l'époque, ses réalisations et ses richesses, en faisant, bien sûr, silence sur les violences, sur le travail forcé, sur la répression des contestations et des révoltes, notamment en Indochine, où, quelques jours encore avant l'ouverture de l'exposition, avait eu lieu une très violente répression de mutineries de soldats indochinois. On peut donc dire qu'il s'agissait d'une immense opération de propagande coloniale, évidemment marquée par une vision souvent raciste de la hiérarchie des civilisations. Mais pour autant, les objets exposés venaient souvent de véritables collectionneurs et les reconstitutions n'étaient pas de simples simulacres, comme l'a montré Benoît de l'Étoile dans son livre de 2009, Le goût des autres, qui montre, en tout cas qui voit dans l'exposition ce qu'il appelle une mise en ordre politique et cognitive du monde colonial. Les objets exposés suscitèrent des prises de conscience esthétiques sur la diversité et la richesse des diverses civilisations et toute une réflexion sur la nature des arts indigènes que, c'était l'expression de l'époque, les arts indigènes, que Marcel Mauss, après avoir visité l'exposition, proposait d'appeler l'art des indigènes, une façon donc de les intégrer à une conception à la fois universelle et plurielle de l'esthétique et donc de la beauté. En parallèle, d'ailleurs, à l'exposition, furent organisées des manifestations scientifiques, parfois de bonne tenue. Pour beaucoup de visiteurs, ce fut une occasion de découverte d'un monde qui leur était totalement étranger. Telle était d'ailleurs la véritable ambition de l'exposition, rompre l'indifférence et l'ignorance des Français à l'égard d'un empire colonial qui, en ce début des années 1930, restait lointain, peu présent, mal connu. En effet, il faut vraiment se garder de l'idée que l'entreprise coloniale aurait suscité sous la Troisième République un enthousiasme de l'opinion. À l'inverse, au contraire, la thèse de l'indifférence ou du dédain, qui a été défendue dès 1972 dans un livre pionnier, qui est le livre de Raoul Girardet sur l'idée coloniale, eh bien, au fond, cette idée que la population française serait restée très largement indifférente, eh bien, n'a jamais été véritablement réfutée. Flaubert, déjà, écrivait dans son dictionnaire des idées reçues, à l'entrée colonie, nos colonies, s'affliger quand on en parle. Et il ne semble pas que les choses aient énormément changé dans les années suivantes. Et c'est justement ce désintérêt, ce côté un peu affligé de l'opinion, que les organisateurs de l'exposition coloniale voulaient secouer. Et sur ce plan, ce fut un succès. On parle de 30 millions de visiteurs. C'est une exagération. En fait, c'est 30 millions de billets vendus. Mais certains visiteurs sont allés plusieurs fois. Un certain nombre de billets étaient nécessaires. Il y avait certains jours, il fallait plusieurs billets pour entrer. Bref, les spécialistes considèrent que c'est à peu près 8 millions de visiteurs, ce qui reste considérable. En revanche, il est beaucoup plus difficile de déterminer si ces visites relevaient de la curiosité et du divertissement, ou au contraire d'une adhésion au projet impérial. La plupart des organisateurs et des membres du parti colonial, il faut le noter, s'avouèrent
au final déçus, jugeant que l'exposition n'avait pas suffisamment rempli son rôle éducatif et surtout n'avait pas modifié l'avis du public sur la légitimité de la colonisation. Le ministre des colonies, Paul Reynaud, en avait pourtant fait l'objectif principal dans son discours d'inauguration qui fut immédiatement publié. C'est un discours qui est une grande apologie de la colonisation, dans laquelle il écrit « La colonisation est le plus grand fait de l'histoire », et il prend la colonisation dans son sens originel, c'est-à-dire celui de l'installation de peuples loin de leur foyer d'origine, ce qui lui vaut de définir l'exposition comme, la formule est assez étonnante, comme l'assemblée plénière des peuples migrateurs, et de saluer le miracle européen. Qu'est-ce que c'est que le miracle européen pour le ministre des colonies? Eh bien, c'est celui de la capacité des Européens à migrer pour s'installer sur le territoire des autres. Parmi les Européens, affirme-t-il, le français est colonial par vocation. Il est poussé par le goût de la découverte et par ce qu'il appelle, ce que Paul Reynaud appelle la curiosité sympathique, c'est son expression, à l'égard des autres races. Comment l'expliquer? Eh bien, parce que la France est un carrefour entre le monde méditerranéen et le monde nordique, et surtout, je cite, parce que les Français ne sont pas une race, mais une nation. Dès lors, ils ne parlent pas au nom d'une race, orgueilleux et cruel critérium, faussé infranchissable, mais au nom d'une civilisation humaine et douce, dont le caractère est d'être universel. Alors vous voyez, on retrouve ici ce leitmotiv du discours républicain qu'on avait étudié dans les séances précédentes, et notamment qu'on avait rencontré chez Hugo puis chez Michelet. La France est une nation fondée sur la fusion, sur un mélange de races différentes, ce qui lui permet de parler au nom de l'universel. Cette universalité, elle n'est plus seulement un modèle donné aux nations européennes, elle devient maintenant la justification de l'entreprise coloniale, comme une garantie de la capacité de la France à intégrer de nouvelles populations, comme une vocation à l'expansion indéfinie. On voit comment le discours qui associe la France à une fusion métissée des différents apports européens peut devenir, en passant par la revendication d'universalité morale, un argument colonisateur et impérial. Pour sa part, Paul Reynaud prenait soin d'inscrire la vocation coloniale de la France dans une histoire longue qui remontait à la politique maritime de Richelieu, puis aux hommes de la Convention, ça c'est quand même très frappant, la Révolution, puis qui s'épanouissait avec la Troisième République. Et lui aussi reprenait une fois de plus l'argument de la civilisation et surtout l'argument de l'abolition de l'esclavage, ce qui lui permettait de conclure « Nous avons apporté la lumière dans les ténèbres ». Alors ce grand moment de propagande et d'autosatisfaction a suscité, bien sûr, et je termine par là, de vives critiques. Les milieux anticoloniaux, notamment le PCF, organisèrent une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies », mais qui, semble-t-il, attira peu de monde, à peine 5000 personnes. Un tract signé par plusieurs surréalistes fut imprimé, dont le titre, vous l'avez ici, « Ne visitez pas l'exposition coloniale ». De même, Simone Veil écrivit un très beau texte que cite Souleymane Bachirdian dans son récent essai « Universalisé », texte dans lequel la philosophe dit son effroi et sa honte de voir le succès de cette exposition au moment même où, en Indochine, la répression était féroce, texte dans lequel elle demande pardon au nom des Français pour l'oppression coloniale. Comme Souleymane Bachirdian fait deux remarques. La première, c'est que la repentance n'est pas un phénomène récent, et tout le texte de Simone Veil est marqué par le pardon, la honte exprimée au nom des Français pour ce que la France fait dans les colonies. Et la deuxième remarque, c'est que ce texte émouvant, celui de Simone Veil, que vous pouvez retrouver dans ses écrits historiques et politiques, ce texte, malgré toute la puissance de son indignation morale, n'était pas indemne d'une forme de condescendance et même de préjugés racistes, notamment à l'égard des populations subsahariennes,
Mais désormais, nous connaissons bien ce travers, nous l'avons plusieurs fois rencontré, même chez les auteurs les mieux intentionnés. Au fond, l'anticolonialisme des surréalistes ou celui de Simone Weil était fidèle à l'universalisme critique de Diderot, de Raynal, de Bernardin de Saint-Pierre, prêts à tonner contre les injustices du colonialisme européen, au nom même des idéaux supérieurs de justice dont l'Europe de leurs rêves, devait à leurs yeux être la garante. Pour trouver d'autres figures d'une critique universaliste de la colonisation, il faut décentrer le regard et se tourner vers les colonisés eux-mêmes. C'est ce que nous ferons au mois de mars. Et en attendant, je ne vous dis pas pour une fois à la semaine prochaine, mais à dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, ce sera relâche. Merci.